comité de programme pour m'aider à faire l'introduction des présentations du prix de thèse. Donc ici, vous êtes dans l'amphi où on va présenter le prix de thèse 2019 est donc reçu par Tom Dupré-Latour, qui est actuellement en postdoc à Berkeley. Donc c'était un petit peu compliqué d'être présent ici pour lui. Et puis c'était aussi compliqué d'être sûr qu'on aurait une connexion de bonne qualité tout au long de sa présentation. Donc ce qu'on lui a proposé, c'est d'être en partie là et en partie virtuellement là. En fait, il est entièrement virtuellement là. C'est-à-dire qu'il est là à Berkeley devant vous. Donc là, c'est le vrai Tom. Bonjour Tom, tu nous entends? Oui, bonjour. Voilà. Et donc ensuite, il a enregistré sa présentation pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème, qui va durer une petite vingtaine de minutes. À la suite de quoi, on pourra prendre 2 ou 3 minutes pour éventuellement lui poser une ou deux questions quand même. Et ensuite, on pourra écouter une courte présentation d'une petite vingtaine de minutes aussi par Julien Flamand, qui cette année, exceptionnellement, a reçu l'accessite du prix de thèse. Donc il y a eu cette année un prix de thèse et un accessite. Donc on a donné la parole du coup à Tom qui a reçu le prix, et puis ensuite un temps de parole à Julien, c'est ce qui a été choisi par le comité de programme. Donc sans plus tarder, je pense que ce qu'on va faire, c'est... Je vais peut-être dire 2 mots pour dire que Tom a soutenu sa thèse en 2018, donc, avec Alexandre Grandfort et Yann Grenier, et qu'il s'agit de signaux intracérébraux et de séries temporelles pour lesquelles il a fait des extractions et des séparations et des analyses de couplage qu'il va nous expliquer ici. Et maintenant, il est en postdoc à Berkeley avec Galland, il s'appelle. C'est ça? Oui, c'est ça, Jack Gallant. Voilà, Jack Galland. Bien, bah, écoute, je vais passer à la diffusion de ton exposé. Et ensuite, Tom attend. Donc chez lui, il est 17 moins 9, 8h30 du matin. Bon, Oui. ben voilà. On y va? Très bien. Alors, normalement, je l'ai là. Tac. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter mon travail de thèse que j'ai effectué à l'école Télécom ParisTech, membre de l'université Paris-Saclay, et pour lequel j'ai reçu ce prix. Donc, je tiens à remercier donc, le club LEA, le groupe de recherche ISIS et le GRETSI pour cette belle reconnaissance. Ma thèse s'intitule Modèle non linéaire pour les séries temporelles neurophysiologiques. Donc, pour commencer, comme je sais qu'au GRETSI, vous devez être tous amateurs de séries temporelles, tout comme moi. Donc, je vous présente ici 3 séries temporelles sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, la première, c'est un signal qu'on appelle LFP, qui est un signal à l'intérieur du crâne de rat, avec des électrodes implantées dans le crâne. Le deuxième signal, c'est un signal électrocorticogramme, c'est-à-dire des électrodes qui sont positionnées à la surface du cortex chez l'homme, en dessous du crâne. Alors que le troisième signal, c'est un exemple de signal magnétoencéphalographie, qui est un enregistrement non invasif qui mesure le champ magnétique généré par l'activité cérébrale. Donc ces signaux sont passionnants, et le travail de ma thèse a été de les modéliser, essayer d'en extraire le maximum d'informations. Donc ma thèse s'est décomposée en 2 grandes parties. Et dans la première, que je vais commencer à vous présenter ici, j'ai étudié ce qu'on appelle des couplages cross-fréquences avec des modèles autorégressifs pilotés. Donc, qu'est-ce que c'est que le couplage cross-fréquence? C'est un couplage qui a lieu au sein d'un même signal ou entre 2 signaux, à 2 bandes de fréquences différentes. Donc c'est un phénomène qui a lieu par exemple chez le rat dans l'hippocampe ou chez l'homme dans le cortex auditif. Et cette corrélation est une corrélation un peu particulière puisqu'elle met en jeu la phase d'une basse fréquence et l'amplitude d'une haute fréquence. Donc ici, j'ai le signal LFP tout en haut que j'ai filtré à 2 bandes de fréquences différentes, à 3 Hz au milieu et à 80 Hz en bas. Et on voit que la bande de fréquence à 80 Hz a des modulations d'amplitude qui sont synchronisées avec la basse fréquence. On est toujours au même endroit, donc ce que j'ai
illuminé ici en orange, on est toujours au même endroit, dans la basse fréquence, la même phase. Et donc, comment est-ce qu'on étudie ce couplage cross-fréquence? La majorité des méthodes existantes utilisent simplement ce genre de décomposition, c'est-à-dire du filtrage dans des bandes de fréquences, suivi d'une mesure de corrélation. Le problème, c'est que ces mesures de corrélation n'ont pas de validation. On ne peut pas retourner au signal et savoir quelle part de signal on a expliqué avec cette corrélation. On ne peut pas faire de validation des paramètres, puisqu'il n'y a pas vraiment de mesure de validation. Donc, pour répondre à ce problème, on a pris une nouvelle approche qui utilise des modèles autorégressifs. Qu'est-ce qu'un modèle autorégressif? C'est un modèle qui prédit à un instant t le signal à partir des P points précédents. C'est un modèle linéaire extrêmement simple et qui en fait donne une estimation spectrale, c'est-à-dire une estimation de l'amplitude dans chaque bande de fréquence par rapport dans le signal considéré. Alors, comme dans le cas du couplage cross-fréquence, ce qui nous intéresse, c'est de la modulation d'amplitude et pas l'amplitude en elle-même. On a étendu ces modèles avec des modèles d'économétrie et de traitement du signal audio développés dans les années 80, ce qu'on appelle des modèles autorégressifs pilotés, où les coefficients du modèle autorégressif sont dépendants d'un signal X, d'un signal pilote, avec une dépendance polynomiale, et donc on a une estimation spectrale qui est conditionnelle à ce signal pilote. Alors, on a déjà présenté un premier travail sur ces modèles-là à la conférence ICASP, notamment en travaillant sur la modélisation, sur la paramétrisation, pardon, en n'utilisant pas forcément cette paramétrisation polynomiale, mais une paramétrisation différente qui permet au modèle d'avoir une stabilité à chaque instant. Donc pour revenir au modèle autorégressif piloté, dans le cas de notre couplage cross-fréquence, comment est-ce qu'on utilise ce modèle? Donc en partant de mon signal brut, je peux filtrer le signal pilote, par exemple ici à 3 Hz, enlever cette composante du signal et garder uniquement les hautes fréquences, et ensuite modéliser ces hautes fréquences conditionnellement au signal pilote. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on obtient, pour chaque valeur du signal pilote, on obtient une estimation spectrale différente. Ces estimations spectrales varient continuellement avec les valeurs du signal pilote. Donc ici, par exemple, j'ai positionné 5 différentes valeurs du signal pilote, et je présente à droite le spectre. Pour ces 5 différentes valeurs, on a 5 courbes, et on voit qu'autour de 80 Hz, on a une modulation de l'amplitude. Pour certaines valeurs du signal pilote, on a une forte amplitude, elle a une plus faible amplitude pour d'autres valeurs. Alors que, par exemple, autour de 40 Hz, on a exactement la même amplitude, peu importe la valeur du signal pilote. Donc, on voit que ces modèles permettent de capturer le signal, le couplage cross-fréquence dont on parlait précédemment, qui nous intéresse. Mais au-delà de ça, le modèle permet d'avoir une validation, puisqu'on a modélisé réellement avec un modèle génératif, un modèle probabiliste. On a modélisé le signal, ce qui permet d'avoir, par exemple, de la validation croisée pour faire du choix de paramètres en estimant les paramètres du modèle sur une partie du signal et en validant sur une autre partie du signal grâce au modèle génératif et à la mesure de vraisemblance qu'elle apporte. Donc, un exemple, par exemple, de cette validation. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a la vraisemblance, la log vraisemblance qu'on souhaite minimiser ou maximiser. Ici, c'est la log vraisemblance négative. Et sur une grille de paramètres, donc en abscisse, on a différentes valeurs de la fréquence du signal pilote, donc du filtre utilisé
pour extraire le signal pilote. Et les différentes courbes correspondent à différentes largeurs de bande utilisées dans ce filtre. Et on voit que on a déjà une sélection de paramètres extrêmement puissante avec la cross-validation, et on voit apparaître également d'autres phénomènes, par exemple ici un shift entre les minimums de chacune des bandes de fréquence, ce qui laisse penser que le signal pilote optimal, qui correspond le mieux à la modulation d'amplitude des hautes fréquences, a une sorte de spectre asymétrique avec une forte composante autour de 2 Hz, mais qui va aussi au-delà de 2 Hz et qui va jusqu'à peut-être 4 ou 6 Hz, avec une structure tout à fait asymétrique, ce qui est extrêmement intéressant. Et cette sélection de modèles est extrêmement puissante. Alors, on peut aller même plus loin que simplement une grille de paramètres, et dans un papier qu'on a publié à la conférence ICASP, on peut optimiser le filtre lui-même plutôt que simplement sur une grille de paramètres, le filtre pour obtenir le signal pilote optimal par rapport à la modulation d'amplitude des hautes fréquences. Un autre aspect qui est extrêmement puissant avec cette méthode, c'est que on obtient la puissance des méthodes paramétriques. Donc le modèle autorégressif est une méthode paramétrique qui est connue pour être plus robuste que d'autres méthodes non paramétriques dans l'estimation spectrale. Et ici, on obtient cette même robustesse. Et si on utilise des signaux de plus en plus courts, eh bien les autres méthodes pour l'analyse du couplage cross-fréquence commencent à ne plus obtenir la simulation ici était entre 3 Hz et 50 Hz, ne plus obtenir le couplage réel et à obtenir des couplages artificiels en dehors de la simulation, alors que les méthodes paramétriques, donc notre méthode et une autre méthode paramétrique, continuent d'obtenir dans la majorité des cas le couplage simulé. Donc tous ces résultats ont mené à une publication plus longue dans PLOS Computational Biology avec un grand nombre de collaborateurs. Donc je voudrais remercier tous ces collaborateurs. C'était une collaboration très, très fructueuse avec donc d'une part Télécom Paris-Tech et l'Université Paris-Saclay, mais aussi donc l'INRIA, le CEA, Neuropsy, l'INSERM. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette collaboration a permis de faire le pont entre deux communautés, la communauté en traitement du signal et la communauté neuroscientifique, qui n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, les mêmes langages, et donc qui nécessite beaucoup de travail, simplement même juste sur la forme de la publication, pour pouvoir atteindre les deux communautés et intéresser les deux communautés. Donc je souhaite aussi appuyer le fait que on a publié ces méthodes, le code en ligne, mais on est allé un peu plus loin que simplement publier le code. On a également fait beaucoup de travail sur tester le code, implémenter de la documentation, des exemples, des tutoriels, pour permettre la dissémination de notre travail et l'utilisation par des gens, aussi bien en traitement du signal qu'en neurosciences. Donc, dans une deuxième partie, j'ai travaillé sur le même genre de signaux, mais avec cette fois-ci une autre approche. Alors dans la première partie, c'était une approche plus spectrale sur l'analyse de bandes de fréquences et d'amplitude dans chaque bande de fréquence et de modulation d'amplitude. Dans la deuxième partie, on a travaillé sur une analyse temporelle uniquement, de forme d'onde et donc d'analyse de motifs temporels, en utilisant des modèles convolutionnels d'encodage parcimonieux convolutionnel. Donc qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'encodage parcimonieux convolutionnel? Ici, je donne un exemple très simplifié. On a un signal X et on le décompose en faisant l'hypothèse que c'est une série de motifs qui sont répétés avec différentes amplitudes et différentes localisations temporelles.
Et ces activations de ces motifs sont encodées dans une variable z, et qui est parcimonieuse, donc qui est égale à 0 la plupart du temps. Chaque activation encode la position temporelle ainsi que l'amplitude de ce motif à cette position temporelle. Donc à partir d'un signal X, l'idée c'est d'apprendre à la fois les motifs et les activations. Et ça marche extrêmement bien sur les signaux sur lesquels on a précédemment travaillé. Donc par exemple ici sur le même signal intracrânien chez le rat, où on avait le couplage cross-fréquence, on obtient des motifs temporels avec les basses fréquences, ainsi que le couplage cross-fréquence capturé au sein du motif même, puisqu'on voit que dans la partie haute de la basse fréquence, on a aussi cette augmentation d'amplitude des hautes fréquences, autour de 80 Hz, ce qui est tout à fait surprenant, d'arriver à capturer ce couplage au sein de ces motifs. Alors c'est déjà intéressant en soi. Pour aller plus loin, on a exploré deux extensions de ces méthodes. Une première extension, c'était pour être plus robuste aux artefacts. Donc dans les signaux neurophysiologiques, souvent il peut y avoir un peu de jeu au niveau des électrodes, une perte de contact, et donc un artefact dans le signal de très grande amplitude qui vient perturber énormément ce genre de méthode. Donc à gauche, je montre les motifs appris sur un signal où on a enlevé à la main les périodes temporelles avec des artefacts. Et on voit que si on garde ces artefacts, et bien, au milieu, on perd complètement la modélisation et on apprend uniquement en fait, les artefacts, ce qui est gênant. Donc, avec une modification du modèle, avec une modélisation du bruit différente, plutôt que d'avoir une modélisation gaussienne, qui est très, très peu robuste aux artefacts, on a utilisé une distribution alpha stable, donc une distribution à queue lourde, qui permet d'être beaucoup plus robuste. Et donc à droite, on montre qu'en utilisant le signal avec les artefacts, on arrive quand même à récupérer donc, des motifs avec le couplage cross-fréquence, malgré la présence d'artefacts. Donc ça a été publié, ce travail a été publié à la conférence NeurIPS en 2017. Et donc dans une deuxième exploration de ces modèles, extension, on a étendu ces modèles à des cas multivariés. Donc, dans le cas d'enregistrement magnétoencéphalographique, donc MEG, on a une centaine de capteurs qui captent le champ magnétique généré par l'activité cérébrale. Mais en réalité, la centaine de capteurs, l'information est extrêmement redondante. Plusieurs capteurs captent la même information avec différentes amplitudes. Et donc, on peut faire l'hypothèse, une hypothèse très forte, mais réaliste physiquement, de décomposer les motifs spatio-temporels en un motif uniquement spatial multiplié par un motif uniquement temporel. Et donc ici, je donne 4 exemples de ces motifs spatio-temporels qu'on obtient en apprenant sur de la magnétoencéphalographie. Ici, on a par exemple le motif temporel, le motif spatial associé au motif temporel du battement de cœur. Donc ici, on voit la forme caractéristique du battement de cœur qui était extrêmement bruité au sein du signal brut. Mais en utilisant cette contrainte de Rhin, on utilise le fait que le bruit dans chaque capteur est relativement indépendant. Et donc, on va utiliser l'information sur tous les capteurs pour concentrer l'information et apprendre des motifs temporels extrêmement précis. Donc ici, il y a un autre exemple, par exemple, de motifs spatio-temporels qui correspond au clignement d'yeux. Donc on voit les capteurs qui sont proches des yeux, qui capturent cette information, alors que les capteurs qui sont à l'arrière du crâne ne capturent pas cette information, et donc ne participent pas à l'extraction, à l'apprentissage de ces modèles temporels
On a également, par exemple, ici le quatrième motif spatio-temporel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose qui est extrêmement non sinusoïdal. Donc, on capture une oscillation, mais l'oscillation en elle-même n'est pas sinusoïdale. Elle a une forme d'onde asymétrique, avec des pics plus pointus que les creux. Et on peut confirmer cette information en regardant le spectre de cet atome temporel, où on voit qu'il y a non seulement une composante très forte à 8 Hz, mais également deux harmoniques à 16 et 24 Hz qui correspondent à cette asymétrie dans le motif temporel. Donc ce travail a également été publié à NeurIPS en 2018. Et bien sûr, je n'ai pas fait ce travail tout seul, encore une fois. Ça a été une collaboration avec 4 collaborateurs, un doctorant, un postdoctorant et 2 assistants professeurs, dont un de mes directeurs de thèse. Et donc, bien sûr, c'était le fruit d'une collaboration. Je n'ai pas fait ce travail tout seul. Et encore une fois, on a beaucoup travaillé sur la publication de notre code, en travaillant sur l'interface de programmation publique pour la rendre la plus accessible possible, avec notamment beaucoup d'exemples, de tutoriels et de documentation. Donc on pense vraiment que ce genre d'effort supplémentaire extrêmement productif pour permettre la dissémination de notre travail et l'utilisation de ce genre de méthode. Donc voici ce qui conclut cette présentation de mon travail de thèse. Je remercie encore une fois donc, le COLAB-EA, le GDR-ISIS et le GRETSI pour cette belle reconnaissance. Et merci de votre attention. Oui. Elle est activée. Je peux peut-être essayer de quitter et de revenir. Le plus important, c'est que tu nous entendes, en fait. Est-ce que là, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bon, très bien, parce que comme ça, on va pouvoir éventuellement, s'il y a une question dans la salle, revenir dessus. Bonjour à tous. Hop, voilà. Tu as un micro, Kevin, éventuellement? Est-ce que donc on a 2-3 minutes pour poser 1 ou 2 questions à Tom tant qu'il est là, puisque on a réussi à avoir cette connexion. Oui. J'avais une question sur la première méthode. Donc, c'est une espèce d'analyse spectrale qui dépend d'un signal pilote. Alors, j'ai pas bien saisi. On peut choisir plein de ces signaux comme signal pilote. Alors, j'ai pas bien saisi comment on doit choisir ce signal pilote et comment l'analyse est sensible au choix de ce signal pilote. Alors justement, ce qui est intéressant avec notre méthode, c'est qu'on peut utiliser de la validation croisée, c'est-à-dire que on peut prendre un signal pilote donné, estimer la densité spectrale de puissance conditionnellement à ce signal pilote sur une partie du signal, et ensuite, sur une deuxième partie du signal qui n'a pas été utilisée, on peut regarder la mesure de la vraisemblance pour avoir une validation, et donc on peut comparer différents signaux pilotes. C'est vraiment ce qui fait la force de ces modèles, c'est qu'on peut comparer des signaux pilotes s'ils ont été extraits d'une même manière sur 2 parties du signal. Alors on peut faire cette validation croisée. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est des filtres qui viennent extraire le signal pilote. Et une fois que le filtre est fixé avec des paramètres fixés, on peut aussi l'appliquer à une autre partie du signal et donc valider le signal pilote. Mais par exemple, dans l'exemple que vous montriez au début, vous avez 3 signaux qui représentent le même phénomène.
si vous effectuez cette analyse sur l'un de ces 3 signaux, donc je veux bien au début, en le prenant comme signal pilote, on a du mal à comprendre que ça donne la même chose si vous prenez un autre signal. Parce que c'était quand même de nature très différente, ces signaux intracrâniens ou... Alors, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question. Une des limites qu'on a montré pendant ce travail, c'est que si on prend par exemple un signal pilote qui a des trop hautes fréquences, en réalité, le couplage, le modèle piloté ne fonctionne plus correctement dans le sens où la sélection de modèles va préférer un modèle non piloté, c'est-à-dire on fait aussi de la sélection de modèles sur l'ordre du polynôme, donc m ici, et donc si on prend m égale 0, on revient en fait à un modèle non piloté, et donc si on prend un signal pilote qui correspond mal ou qui a des trop hautes fréquences, ou qui correspond mal à la modulation d'amplitude du signal considéré, alors la sélection de modèles va plutôt préférer un modèle non piloté, et donc c'est là où ça va échouer, ou entre guillemets en fait réussir, c'est-à-dire montrer qu'il n'y a pas vraiment de couplage important entre le signal pilote et les... Merci. On a le temps pour une courte dernière question pendant que Julien Fiamant vient sur la scène pour commencer à s'installer. Est-ce qu'il reste une question dans la salle pour Tom ? Non, c'est bon ? Bon, bah dans ce cas, je vous propose qu'on remercie Tom encore une fois pour tous les efforts qu'il a fait et qu'on le félicite pour son prix de thèse 2019. Voilà. Donc... Bon, alors c'est un peu particulier pour moi là, parce que normalement c'était pas moi qui devais présenter, mais bon, je me retrouve à donc présenter Julien, qui a eu la chance d'obtenir donc cet accessible du prix de thèse, et il a fait sa thèse donc sous ma codirection avec Nicolas Lebillan à Grenoble, et donc en étant en séjour essentiellement à Lille au laboratoire Cristal. Voilà, et il travaille sur l'analyse de signaux bivariés. Je vais te laisser développer. Merci beaucoup Pierre pour l'introduction. Alors tout comme Tom, je voudrais d'abord remercier le club EA, le GDRESIS et le GRETSI pour cette belle reconnaissance également qu'est l'accessible du prix de thèse 2019. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur le développement d'une approche générique pour l'analyse et le filtrage des signaux bivariés. Alors les signaux bivariés c'est quoi ? Alors c'est également des séries temporelles, sauf qu'ici on va en considérer 2 à la fois, donc on va noter U de t et V de t. Et un signal bivarié, il va avoir pour chaque composante U et V une dynamique qui va lui être propre, mais également des relations qui vont exister entre ces 2 paramètres, ces 2 composantes U et V, qui vont définir ce qu'on va appeler la géométrie du signal bivarié. Donc là, ici par exemple, c'est l'exemple d'une onde sismique polarisée de surface. Donc la géophysique n'est pas le seul endroit où on va rencontrer des signaux polarisés et des signaux bivariés. Par exemple, en océanographie, dans l'étude des courants marins de surface, les composantes U et V correspondent à présent aux vélocités nord-sud et est-ouest. Et donc tout le but, pour comprendre la dynamique océanographique, est d'analyser et comprendre les relations qui existent entre ces 2 composantes. Un dernier exemple plus récent, et que je détaillerai plus en détail dans cette présentation, est le cas des ondes gravitationnelles qui sont aussi des signaux bivariés. Et cette fois, U et V correspondent aux 2 polarisations de l'onde gravitationnelle. Et là encore, comprendre la dynamique et les relations existantes entre U et V est une problématique importante pour l'astrophysique. Alors, tout le but du traitement du signal bivarié va être de développer des outils pour l'analyse conjointe et le traitement des 2 composantes U et V qui finalement définissent un vecteur qui évolue dans le plan UV au cours du temps.
Alors, c'est pas un problème récent, en fait. Typiquement, il existe deux approches concurrentes, mais tout à fait équivalentes. Une approche qui est dite vectorielle, où UV définissent les deux composantes d'un vecteur de R2 qui dépend du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt en sismologie ou encore en optique. Une approche qui est plus populaire en traitement du signal ou encore en océanographie, c'est plutôt une approche dite complexe, où maintenant U et V correspondent respectivement aux parties réelles et parties imaginaires d'un même signal complexe X de T. Donc, notamment une approche qui avait été introduite dès 1953 par Blanc-Lapierre et Fortet. Alors le point commun avec ces deux approches, c'est qu'elles ne permettent pas d'établir une correspondance simple et efficace des différents outils en termes de paramètres physiques d'intérêt ou paramètres géométriques, notamment des paramètres liés à la polarisation. Et donc tout le but de ma thèse a été de montrer qu'il existait une troisième approche afin de répondre à cette limitation. Et donc cette approche va reposer sur deux ingrédients essentiels. Le premier d'entre eux va reposer sur une analogie suivante. Donc on a un signal à valeur réelle ou signal univarié. Il va être usuel de le plonger dans un espace de plus grande dimension, les nombres complexes, afin de faciliter son analyse et définir des outils et des notions fondamentales pour le signal, telles que l'amplitude ou la phase, par exemple. Maintenant, quand je vais prendre un signal bivarié, vu comme signal à valeur complexe, je peux tout à fait le plonger dans un espace de plus grande dimension. Et cet espace de plus grande dimension, ça va être ce qui vient après le nombre complexe, c'est-à-dire les quaternions. Donc les quaternions, il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est un espace à 4 dimensions qui généralise la notion de nombre complexe par l'ajout de deux imaginaires supplémentaires, J et K, et qui vérifient des relations non commutatives, certes, mais des relations simples de fermeture. Donc en particulier, quelque chose qui est super intéressant avec les quaternions, c'est que comme les nombres complexes, on a des formes polaires et on peut faire de la géométrie, et on peut algébriser notamment des calculs géométriques avec. Donc une fois qu'on a fait ce plongement, il faut redéfinir la bonne notion de transformée de Fourier. Et dans notre cas, ça va être la notion de transformée de Fourier quaternionique, ou simplement QFT. Et donc en fait, cette définition est très similaire à la définition classique de la transformée de Fourier. Donc on a le signal qui vit dans ce qu'on va appeler CI, donc l'espace engendré par 1 et l'imaginaire I. Et au lieu d'analyser avec une exponentielle suivant CI, on fait une analyse suivant CJ, donc l'espace engendré par 1 et J. Et donc c'est cette interaction entre CI et CJ qui donne à un signal bivarié une représentation spectrale quaternionique. Donc ça, c'était un framework qui a été proposé dès 2014 par Nicolas Lebihan. Et donc la première contribution de ma thèse a été de montrer que ça permet de rétablir des interprétations physiques immédiates et faciles en termes des paramètres physiques d'intérêt. Donc il se trouve que si on utilise une forme polaire qui avait été introduite dans un autre contexte, on peut écrire la représentation spectrale X de nu d'un signal bivarié comme une décomposition d'un signal en somme d'ellipses. Et la forme polaire permet de lier de manière efficace un nombre, un quaternion, avec des paramètres physiques d'intérêt. Et donc ça, c'est vraiment la première brique vers une représentation et des outils interprétables d'un point de vue physique. Donc on voit ici déjà, et ça reviendra dans la suite, la brique fondamentale pour l'analyse du traitement de signal bivarié, ça va être cette décomposition en termes d'ellipse, où on va retrouver l'amplitude et la phase, comme pour un signal univarié, mais deux autres paramètres supplémentaires, qui sont θ et chi, et qui sont des paramètres qui décrivent la géométrie ou les propriétés de corrélation du signal bivarié. Alors, on pourrait dire, très bien, on a quelque chose d'interprétable, mais mathématiquement et numériquement, ça ne marche pas. Bon, manque de peau, si, ça marche très bien. D'un point de vue mathématique, c'est très bien défini et c'est très simple à calculer, juste la complexité de 2 FFT. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va avoir des propriétés supplémentaires, par exemple une symétrie de type hermitien entre fréquences positives et négatives, de la même façon que ce qu'on a par exemple pour les signaux réels et la transformée de Fourier classique. Et en plus, non seulement on a l'énergie du signal qui est conservée par la représentation, mais également une deuxième quantité qui a vraiment une interprétation géométrique puissante, sur laquelle je reviendrai dans la suite, qui elle aussi est conservée par la représentation. Donc muni de ces deux briques de base, on peut ensuite ouvrir tout un panel de développement théorique et méthodologique. Donc ça, ces différents travaux ont donné lieu à des publications donc en analyse spectrale, filtrage linéaire et analyse temps-fréquence des signaux bivariés. Et en particulier, l'ensemble de ces outils a été mis à disposition sous la forme d'une toolbox Python disponible librement sur GitHub. Donc je tiens à souligner que ce formalisme répond à 3 exigences fondamentales du traitement du signal, à mon sens, à savoir
des interprétations physiques et géométriques fondamentales et directement accessibles par le formalisme, des garanties mathématiques ainsi qu'une implémentation numériquement efficace des différents outils. Donc en particulier, dans ma thèse, j'ai également travaillé avec Éric Chasson-de-Motin en collaboration autour de la caractérisation des ondes gravitationnelles, et je vais détailler ce point dans la suite. Donc vu le temps imparti, je vais uniquement me concentrer aujourd'hui sur la partie analyse temps-fréquence des signaux bivariés, et je vais essayer un peu d'expliquer en quoi le formalisme peut servir à ces fins. Donc alors, pour commencer, un bref rappel. Dans le cas des signaux réels, il y a une propriété qui est vraiment fondamentale, c'est que la transformée de Fourier d'un signal à valeur réelle présente une symétrie hermitienne. Donc ça veut dire que finalement, les fréquences négatives ne nous apportent pas plus d'informations par rapport aux fréquences positives. Et donc de fait, je peux très bien créer un signal à valeur complexe par la suppression des fréquences négatives, et ce signal, on va l'appeler le signal analytique. Et en signal, c'est très utile parce que ça permet de définir de manière univoque la notion d'amplitude et de phase instantanée pour un signal à valeur réelle, chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement que par ce biais. Donc en particulier, c'est utile dans tous les domaines de communication, mais pas seulement. Par exemple, là, dans le cas de la modulation d'amplitude. Dans le cas des signaux bivariés, en fait, on a exactement le même type de propriété, à savoir une symétrie hermitienne qui nous dit encore une fois que grâce à la représentation spectrale quaternionique, j'ai une symétrie entre fréquences négatives et fréquences positives. Je peux les supprimer, fréquences négatives, et obtenir un signal quaternionique qu'on appelle plongement quaternionique d'un signal bivarié et qui est en correspondance unique avec le signal de départ. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Si maintenant je fais une factorisation sous la bonne forme polaire de ce signal à valeur quaternionique, je peux extraire de manière unique un quadruplé canonique où je retrouve mes deux quantités classiques, l'amplitude instantanée et la phase instantanée, mais également deux quantités propres à la nature bivariée, qui sont θ de t et chi de t, respectivement l'orientation instantanée et chi de t, un facteur de forme qui décrit plus ou moins la forme de mon ellipse. Alors à quoi ça sert ? En particulier, ça permet d'introduire un modèle AM/FM bivarié naturel, et qui permet par exemple de faire des choses un peu fantasques, comme ici. Donc on a un chirp linéaire bivarié, donc c'est-à-dire que la fréquence augmente linéairement avec le temps, mais c'est pas tout. On a également l'amplitude, donc ce qu'on voit ici, qui est modulé dans le temps, l'orientation, car on voit ici que l'orientation de l'ellipse évolue dans le temps, comme on peut le voir aussi également là, et l'ellipticité, parce qu'au début le signal est plutôt elliptique, tandis que vers la fin ce signal est plutôt rectiligne. Donc c'est le genre de choses qu'on peut modéliser, comprendre à travers ce genre de représentation, et en particulier apporte une justification a posteriori d'un modèle paramétrique qui avait été proposé plus tôt dans la littérature. Alors on va pas s'arrêter ici avec les bonnes nouvelles et en termes d'interprétation physique. Alors il se trouve qu'en physique, notamment en optique, il y a 4 paramètres qu'on appelle les paramètres de Stokes qui sont usuellement utilisés pour décrire les propriétés énergétiques de la lumière. Et donc ils sont un réencodage sous forme géométrique ou énergétique des propriétés géométriques qu'on a précédemment rencontrées. Et là, quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que si je prends le module carré de mon signal plongement quaternionique, je vais obtenir S0, donc juste l'information d'intensité. Et si je prends une autre forme quadratique, la même qui intervenait dans le théorème dont je vous ai parlé tout à l'heure, le théorème de conservation de propriétés géométriques, et bien on récupère les trois autres paramètres de Stokes qui décrivent l'état, ce qu'on va appeler en physique, l'état de polarisation instantanée du signal. Et là encore, c'est très intéressant parce que ça permet de lier des invariants mathématiques du théorème de Parseval généralisé pour la QFT avec des propriétés fondamentales ou paramètres fondamentaux pour la physique. Alors en termes de respiration, on va s'arrêter un petit peu et puis parler d'ondes gravitationnelles. Donc, durant ma thèse, j'ai eu la chance de collaborer avec Éric Chasson-de-Motin et Feng Feng autour de cette problématique super intéressante qui est les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles sont émises par des systèmes binaires, donc qui ont tendance à coalescer l'un sur l'autre. Et il se trouve que si ce système binaire se met à bouger comme une toupie, donc par exemple à précesser autour de son axe, on va observer des phénomènes assez étranges, donc des modulations sur les deux polarisations résultantes de cette onde gravitationnelle. Et tout le problème, aujourd'hui, va être d'aller caractériser finement les relations et les variations qui existent sur ces deux paramètres.
Donc à l'aide du formalisme que j'ai présenté ici, on peut directement appliquer une étude analyse temps fréquence bivariée et ainsi obtenir des diagnostics non paramétriques de précession. Donc ça, c'était une première étape de la collaboration qui continue toujours. Et je vous invite vivement, si vous voulez en savoir plus sur ce point, à aller voir la présentation de Function demain à 16h20. Il sera un plaisir de tout vous raconter. Alors, de retour sur Terre, le plongement quaternique est exactement ce qui est le signal analytique pour les signaux à valeur réelle, c'est-à-dire qu'il ne résout pas du tout les problèmes, mais quand même est la brique de base. Donc en particulier, dès que j'ai un signal qui est à valeur bruitée, je vais devoir introduire de nouveaux outils. Et donc un premier outil qui est naturel, c'est ce qu'on va appeler le spectrogramme quaternique, qui est basé sur une extension simple de la transformée de Fourier à court terme au cadre de la QFT. Et comment on fait ça? C'est tout à fait simple, il suffit de rajouter une fenêtre réelle pour venir fenêtrer notre QFT de départ. Là encore, on peut démontrer des théorèmes d'inversion, de conservation d'énergie, mais aussi des propriétés de polarisation. Et donc on va obtenir des représentations nouvelles et interprétables, qu'on va appeler représentations de temps-fréquence polarisation, qui vont être constituées de 4 paramètres de Stokes, là aussi. S0 qui est la classique, c'est-à-dire représentation d'énergie, et S1, S2, S3 qui correspondent à l'encodage des propriétés de temps-fréquence de polarisation. Donc on obtient ce genre de carte. Donc là, en fait, c'est exactement c'est la généralisation bivariée de l'exemple classique de 2 linear chirp. Donc, comme vous pouvez le voir ici, 2 chirps linéaires dans le plan énergétique temps-fréquence. Mais là, puisque dans le cas bivarié, on va observer des propriétés géométriques et de polarisation qui évoluent dans le plan temps-fréquence également. Donc, à part si vous êtes un physicien chevronné spécialiste de la polarisation, peut-être que ça ne vous parle pas trop en paramètres de Stokes. Alors on peut directement regarder ce qui se passe sur le ridge et la crête. Et donc on est capable d'aller extraire l'orientation instantanée. Donc par exemple pour le chirp du haut, ici on voit une orientation qui évolue au cours du temps, qui se retourne. Alors que pour le chirp du bas, on va observer une ellipticité qui évolue au cours du temps, donc quelque chose qui est elliptique gauche, qui devient rectiligne et qui repart dans l'autre sens, elliptique droit. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut observer grâce à ce nouvel outil. Donc en résumé, en termes d'analyse temps-fréquence, nous avons proposé une nouvelle approche générique qui est basée, encore une fois, sur l'adaptation de la QFT au cas des signaux non stationnaires et qui est garantie à la fois par des théorèmes et une implémentation numérique efficace. Donc là, j'ai présenté 2 outils, le plongement quaternique et l'analyse temps-fréquence polarisation avec le spectrogramme. On peut également faire la même chose pour l'analyse temps-échelle et même généraliser ça au cas de Wignerville quaternique ou encore de représentation générique temps-fréquence polarisation. Et bien sûr, pour ceux qui seraient tentés, on peut faire de la rélocation et c'est quelque chose qu'il faudrait regarder très prochainement, je pense. Alors pour conclure, dans cette thèse, on a montré qu'avec 2 outils qui sont les quaternions et l'utilisation d'une transformée de Fourier quaternique adaptée, ça ouvrait tout un nouveau panel de possibilités pour l'analyse spectrale, le filtrage linéaire ou l'analyse temps-fréquence des signaux bivariés, et qui permet à la fois des interprétations géométriques, des garanties mathématiques, tandis qu'une implémentation efficace des différents outils. Donc ça, c'est à mon sens quelque chose de fondamental. Et si je devais ouvrir quelques perspectives, je vais me permettre de faire de la pub pour notre dernier papier. On montre avec le formalisme de la QFT que les paramètres de Stokes sont des quantités centrales pour les signaux bivariés. Et en particulier, on peut se poser la question d'exploiter des contraintes structurelles existant sur ces paramètres, qui sont une génération de contraintes type non négatives. Et donc pour ce faire, on a proposé, en collaboration avec Sébastien Méron et David Brie, la notion de factorisation matrice quaternique non négative qui peut se voir comme la généralisation de la NMF au cas des signaux polarisés et qui exploite de telles contraintes. Une autre direction de recherche porterait éventuellement sur le développement d'outils robustes, d'estimateurs robustes, car les propriétés et les estimateurs naïfs pour les propriétés de polarisation montrent de forts biais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près, notamment par le développement d'outils basés sur les statistiques directionnelles. Et enfin, une question à un peu plus large échelle considère la question de l'extension de la QFT au cas multidimensionnel bivarié, c'est-à-dire à l'étude de champs bivariés vectoriels. Donc une première question, d'un point de vue formel, il ne devrait pas avoir de souci. La grande question qui reste
auquel il faudrait répondre, c'est en termes d'interprétabilité, qu'est-ce qu'on peut sortir avec ce nouveau genre d'outil. Je profite de cette occasion pour boucler la boucle et faire un grand merci à l'équipe Sigma pour ces 3 belles années que j'ai passées à Lille. Donc merci à vous et merci à vous pour votre attention. Alors, on est un petit peu en retard déjà, donc, mais je vais quand même laisser le temps pour une courte question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Vous avez tous soif, faim? Je vois des gens qui font... Non? Vous vous doutez que moi j'ai déjà posé plein de questions à Julien, donc je ne vais pas faire semblant d'en poser une maintenant. Bon, bah sur ce, du coup, on va remercier Julien, et puis on va d'abord le remercier. Donc on remercie Julien. Et le féliciter à nouveau. On arrive du coup à la fin de cette première journée du GRETSI. La suite des événements pour